Eh bien, bonsoir. Bonsoir d'être venus si nombreux. On était nombreux pour Juliadec, mais j'ai l'impression que c'est encore plus nombreux ce soir. Et c'est vraiment... on est tellement, tellement contents, n'est-ce pas? On est tellement contents de pouvoir continuer nos rencontres. Et donc d'accueillir ce soir Sarah Chiche. Vraiment... Bon, un livre Saturne magnifique. Moi, j'ai adoré ce livre. On est très triste parce qu'on y croyait vraiment pour le Goncourt. Bon, voilà, il est sorti de la liste aujourd'hui. Donc, je m'étais dit, je ferai un petit mot en disant qu'on porte chance aux auteurs, mais pas ce soir, voilà. Mais il reste encore le Goncourt des lycéens, il reste encore le Grand Prix de l'Académie française. Voilà. Et donc, on espère, on croise les doigts. En tout cas, il le mérite 1000 fois. C'est vraiment un livre magnifique. Moi, m'a bouleversée. C'est ce que je disais à Sarah. J'avais beaucoup aimé Les Enténébrés quand il est sorti. C'est un livre qui m'avait beaucoup touchée aussi. Mais je crois que Saturne, vraiment, c'est encore au-delà. C'est vraiment un très grand livre. Voilà. Juste un petit mot pour vous dire que donc ce soir, évidemment masqué, sauf Sarah et Nicolas, et malheureusement, c'est un peu la mort dans l'âme qu'on a décidé de ne pas faire notre pot traditionnel. Franchement, l'idée de me dire que suite à notre rencontre, il se passerait quelque chose, ça me rendait tellement mal, j'étais tellement mal, on était tellement mal avec Gilles qu'on s'est dit, bon on renonce, voilà. Donc on se dit que dès que ça ira mieux, on reprendra nos habitudes. Voilà. Bon, je vous laisse pour la rencontre. Bon, merci. Merci. Problème technique. Voilà. Voilà. Donc, merci à... Non, on marche pas. Merci à Sarah d'être venue, d'avoir affronté la circulation, etc., pour nous rencontrer, parce que son livre, comme l'a dit Catherine, est-ce que vous m'entendez suivre? Oui. Comme l'a dit Catherine, dans cette rentrée qui est plutôt une bonne rentrée littéraire finalement, parmi les bons livres, disons, il y a trois catégories en fait. Il y a des livres qui sont pas mal, il y a quelques très bons livres, et puis il y a des livres vraiment exceptionnels, un grand livre, et là voilà, Saturne c'est vraiment un très grand livre. J'ai terminé de relire une deuxième fois hier, j'ai été ébloui, donc c'est pour ça que je vous ai invité tout de suite, et vous avez accepté tout de suite. Pour présenter ce livre dans sa forme, en fait, c'est le livre en fait, du père, un père qui est mort quand vous aviez 15 mois, vous n'avez pas connu, retracer l'histoire. Et ce livre se divise en gros en deux parties, moi je dirais peut-être trois. C'est-à-dire une première partie qui est en gros l'histoire de la famille. Depuis l'Algérie, c'est une famille de médecins, de gens qui ont des cliniques. Depuis l'Algérie, leur exil en France, refont fortune, puis reprennent leurs activités. Et une deuxième partie qui est l'histoire peut-être plus personnelle de la dépression profonde dans laquelle vous plongez, de l'absence de ce père et de tout ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors je disais trois parties parce que ces deux parties sont précédées d'un texte très important qui m'a passionné, c'est un prologue. Il s'ouvre et ce prologue c'est presque une partie à lui-même parce qu'en fait ce prologue raconte l'agonie du père, en quelque sorte, que vous recréez. Et moi, j'avais deux premières questions à propos de ce prologue.
d'abord tout simplement sur le terme lui-même. Prologue, c'est... merci. Prologue, c'est prologos, c'est-à-dire avant le discours. Et bon, évidemment, c'est ce qui précède le discours du livre, le livre lui-même, mais on peut dire aussi que c'est avant la parole, avant l'écriture, puisque d'abord pendant ce prologue, personne ne parle, c'est assez frappant. Et pour ce qui est de la narratrice elle-même, c'est ce qui va la conduire finalement à prendre la parole et à écrire. Donc ce prologue peut peut-être s'entendre de différentes manières, et je citerai simplement la première phrase qui va peut-être nous amener à parler du titre du livre, puisque la première phrase de ce prologue, donc, c'est « On entrait dans l'automne ». Or, l'automne, qu'est-ce que c'est? C'est le solstice, c'est Saturne, c'est les Saturnales, c'est-à-dire dans le monde latin, l'entrée dans l'automne, c'est une saison de mélancolie, et d'autre part, Saturne, enfin, vous me direz si je me fourvoie, mais c'était aussi le dieu qui gardait le trésor et surtout qui gardait les archives. Et là, les archives, évidemment, ont une grande place. Alors, peut-être voulez-vous déjà nous dire quelques mots là-dessus? Bonsoir d'abord à toutes et à tous, très, très heureuse et émue de vous voir si nombreux. Oui, effectivement, le prologue, c'est avant le discours, mais avant le langage aussi. Et en fait, ça commence par l'agonie d'un homme, 34 ans, qui est en train de mourir jeune. Ce sont les derniers jours de sa vie. Il ne peut plus parler parce qu'il est intubé, comme cela arrive parfois dans les derniers jours de la vie. À son chevet, sa famille, son père, sa mère, son épouse et son frère. Et ils sont tous mutiques, n'est-ce pas? Et la personne qui raconte la scène est au fond absente de cette scène, c'est l'enfant. Enfant infans, celui qui ne parle pas. C'est une petite fille qui a 15 mois à l'époque et qui donc, parce que cette famille a jugé qu'il n'était pas bon qu'un enfant assiste à l'agonie de son propre père, est absente de la scène. Et je crois qu'au fond, l'écriture naît aussi de cela, d'une absence, d'un silence inaugural, silence du père, dont les derniers mots ne vont pas être parlés. Les derniers mots écrits sur une ardoise qu'il remet à son frère vont être « ma femme, ma fille ». Et c'est ce qui est nommé dans Saturne, c'est qu'au fond, de livre en livre, vous avez cité les Enténébrés tout à l'heure, mais dans mes précédents livres, mais de façon très radicale dans celui-ci, au geste d'écriture ultime de mon père, je tente de répondre par l'écriture. C'est cela aussi une filiation. D'une certaine façon, Saturne, oui, Saturne, planète de la mélancolie, planète de l'automne, planète des ténèbres, effectivement, planète des gens qui n'aiment pas être séparés de la chose perdue, c'est-à-dire qui ont une façon de vivre dans le deuil et avec le deuil d'une façon que l'on pourrait juger non conforme, en tout cas tout à fait autre. Est-ce qu'on peut dire que cette écriture, enfin, je veux dire, en fait, ces mots tracés par le Père, en fait, sont une injonction à écrire, injonction à laquelle, enfin, du moins c'est ce que pense la narratrice, à laquelle elle va répondre plus tard dans le livre, où elle va faire une sorte de serment. Oui. Pour raconter l'histoire de cette famille et de ce qu'elle en a vu ou ce qu'elle a... Oui, c'est une sorte de promesse du crépuscule en quelque sorte. C'est-à-dire que, vous savez, quand on est enfant, pour tenir face au désarroi de se retrouver la nuit dans le noir d'une chambre et d'être si petit, si seul et si démuni, on se raconte des histoires. Et il est vrai qu'assez vite, je me suis formulé ce vœu d'écriture, très fortement, de façon très solitaire. Et voilà, et donc Saturne est un résultat possible. Et alors, il faut préciser pour les gens qui ne l'auraient pas encore vu, que ce livre
et pas du tout comme on peut le voir dans d'autres livres, notamment de la rentrée. C'est pas du tout un règlement de compte. Ah non. Je sais pas. Et c'est plutôt un livre d'abord qui est d'une grande poésie, d'une grande sensualité, et qui est un livre qui, je crois, est incarné dans le dernier état du Père, dont on nous dit qu'il meurt finalement dans la compassion. Oui, je vous remercie d'avoir noté ce point. Je déteste la littérature de règlement de compte et de ressentiment. Si on a des choses à régler avec sa famille, c'est pas pour la littérature. C'est pour en parler. C'est pour en parler avec ses amis, avec ses proches ou avec d'autres, mais certainement pas pour la littérature. Donc j'écris sans ressentiment ni recherche de consolation. C'est pour ça aussi qu'il m'a fallu tout ce temps avant d'écrire ces histoires pour aborder tous ces personnages du point de vue de la compassion. C'est-à-dire que alors on les découvre au moment de l'Algérie coloniale, dans leur grandeur et leur médiocrité aussi, au moment de l'exil, quand ils vont tenter de tout reconstruire en France après cette guerre qui longtemps n'a pas dit son nom, puis plus tard au moment où le cadet arrive à tomber amoureux, puis dans le deuil. Et il importait pour moi qu'en toute chose, s'agissant aussi des deux frères, rivalité et haine entre les deux frères, en toute chose, chacun des personnages et leur médiocrité, mais aussi leur grandeur. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains infiniment complexes et infiniment divisés. Je ne voulais pas qu'il y ait d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Je voulais que ce soit jamais tranché, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est dit dès le prologue, on peut le dire, et puis on en parlera tout à l'heure, mais c'est une famille qui a connu la fortune, le mot est dit. Or, le mot fortune, on se dit, c'est la réussite, l'argent, si on veut, mais la fortune, c'est aussi ce qui arrive par hasard, c'est le destin en quelque sorte. Et il y a un destin de cette famille, d'ailleurs, qui va être pratiquement aussi maudit par l'argent. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que dans la première partie, c'est vraiment le roman de la trop grande richesse matérielle, qui n'est jamais vécue comme une force aventureuse, mais toute force de mort qui va gangréner et pourrir les rapports entre les êtres. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont quitté l'Algérie, cette famille, ce père, cette mère et leurs deux enfants, ils vont tenter de reconstruire tant bien que mal à l'identique ce qu'ils ont connu dans leur fiction algérienne, dans leur Éden. Ils étaient des grands bourgeois qui étaient tout à fait aveugles à la violence sociale, à la violence de ce qui se passait autour d'eux. Puisqu'ils étaient médecins, ils considéraient qu'ils avaient charge de corps et charge d'âme et qu'ils soignaient des personnes de tout milieu social et de toute religion. Et donc ils pensaient faire le bien dans un aveuglement total. Ils laissent tout en Algérie, ils perdent tout, ils reconstruisent tout à l'identique, ils tentent tant bien que mal de masquer le cadavre de la perte, mais au fond, ils sont totalement assujettis à cette obligation de réussite. C'est une exigence dévorante qui va leur faire donc acquérir tout un tas de cliniques, qui va les faire fructifier, et une exigence de réussite dévorante pour leurs deux enfants, qui s'opposent en tout point. L'aîné, Armand, va suivre les traces du destin que cette famille quasi mythologique, on va dire, s'est assignée. Il va devenir à son tour un grand médecin et un grand patron de clinique. Le cadet Harry, lui, d'emblée, dès l'enfance, il est frappé par la nuit. C'est un enfant obscur, un enfant taiseux. Vous savez, dans une famille, voilà, ça se ressent assez tôt parfois quand il y a un enfant qui est l'enfant préféré, au détriment des autres. Est-ce que ça forge un destin? Est-ce que quand on n'est pas le fils préféré, ça vous condamne à quelque chose? Le roman pose la question sans apporter de réponse, mais toujours est-il que lui va s'écarter de la route qui lui a été assignée et du grand rêve familial, à savoir être médecin à son tour. Il va très rapidement hanter les salles de jeu, les casinos. Les casinos sont des endroits où il ne fait jamais nuit. Vous voyez, c'est la version païenne, on va dire, du ciel clouté d'étoiles. Et il va s'y perdre. Et puis un jour, il va rencontrer une femme.
Alors là, c'est parfait parce qu'on a déjà bien avancé dans la première partie. Je n'ai presque plus rien à faire. Mais il me restait une toute dernière question sur le prologue à propos du début de cette première partie où vous racontez, donc on est en 2019, je pense, que vous êtes à Genève pour faire une conférence, vous êtes probablement à une table pour signer des livres, et une femme vous aborde et vous annonce qu'elle a bien connu votre famille en Algérie, le grand-père, le père, etc. Et d'abord, je me suis dit, ça pourrait faire un début de roman. Alors, je me suis demandé, est-ce que le prologue n'a pas été écrit après? En fin de compte, est-ce que c'était pas ça le début du roman? Et deuxièmement, oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que la narratrice, quand cette femme vient lui parler de sa famille, elle a des sentiments évidemment divers. On est tous curieux plus ou moins de connaître des témoins de sa famille, mais elle ne veut pas en entendre parler. Et cette expression « entendre parler », qu'est-ce que ça vous inspire? C'est-à-dire ce que je veux dire par là, est-ce que ne pas vouloir entendre parler, ça n'est pas préserver justement la nécessité d'écrire, quoi, si on... Absolument, c'est tout à fait ça. Moi, je ne parle que quand j'écris. Et voilà, il y a un vœu de silence très 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 fort. Et au fond, qu'est-ce qui nous arrive quand quelqu'un vient fracturer les convictions que l'on a tenté d'édifier tant bien que mal pour grandir, pour cheminer dans l'existence, et nous ramène à un passé que jusqu'alors on contemplait de très loin. Vous voyez, comme depuis l'autre côté d'un lac traversé depuis extrêmement longtemps, et il vous ramène au plus souterrain et au plus archaïque, au plus obscur de l'enfance. Cette rencontre est tout à fait réelle, hein. Ça pourrait ressembler à de la fiction, mais voilà, parfois la réalité vient effracter comme cela. Et donc passer la sidération consécutive à la rencontre avec cette femme de Genève, qui, je ne le raconte pas dans le livre, mais il se trouve qu'elle est archéologue en plus, donc c'est assez rigolo niveau exhumation, vous voyez. Et ben donc je me suis souvenue de ce que je ne savais au fond que trop, c'est-à-dire de la promesse formulée face à une tombe ou dans le noir d'une chambre, d'écrire ce qui est raconté dans Saturne. Alors, pour vous faire entendre un peu le style, et puisque nous parlons de ça justement à ce moment-là, est-ce que vous pourriez nous lire ce passage qui justement évoque cette promesse? Il y a bien longtemps que j'ai perdu ce que j'aimais. De ce monde d'alors, il ne reste plus rien. Tout s'est dissous. Je n'ai jamais bien su pourquoi j'ai survécu à ce dont d'ordinaire on ne revient pas. Il y a des pertes sèches qui, loin d'empêcher l'amour ou la joie, les rendent plus brûlants encore, mais dont on ne se remet jamais et dont on ne souhaite pas se remettre. L'émerveillement et la douleur devant la beauté féroce de la vie m'ont rendu à la nuit, là où la seule richesse qui vaille vient du tréfonds des êtres. Le reste, tout le reste, orgueil, possession, rancœur, jalousie, envies et querelles, a regagné les sables silencieux d'où un jour notre vanité les avait tirés. Mais quand je songe aux monstres que nous avons été, à la façon dont un certain nombre d'événements se sont morbidement engrainés les uns dans les autres, et à ma responsabilité dans cette tragédie, ces vies perdues reviennent me hanter. Jusqu'à cette rencontre incompréhensible, sidérante avec cette femme, j'ai préféré faire mine d'oublier que j'avais un jour devant une tombe fait la promesse d'écrire cette histoire du crépuscule d'un monde, de la fosse incurable de nos regrets, et d'une maladie mentale, la mienne, qui fut une damnation avant d'être une chance. Mais je sais pourquoi, ce soir, je dois me hâter de la raconter. Merci. Ce qui est très beau et très prenant aussi dans ce livre du point de vue tout simplement romanesque de la construction du livre, c'est que
on passe souvent d'une époque à l'autre, on fait des retours dans le passé, on revient au présent, etc. Et là, il y a quelque chose à la fin au début de cette partie, entre ces deux parties, qui est une idée géniale, je crois, et qui est tout à fait à la fois cinématographique et très poétique, c'est que quand elle, là ça se passe à Genève, quand elle quitte Genève, je pense qu'elle prend un train ou je sais pas, et elle souffle et sur la vitre du train une tache de buée se forme. Et quand la tache de buée disparaît, on voit le paysage d'Alger, on est à Alger en 1950, vous voyez. Et là, donc, on va avoir presque une histoire de l'Algérie, puisque vous commencez en 1830 la colonisation, le début de la colonisation, qui est marqué justement par l'état sanitaire, qui fait penser aux Français que la guerre, la conquête va se faire par la médecine, quoi, en quelque sorte. Puis plus tard, les problèmes de racisme, de colonisation, la révolte, la guerre d'Algérie, etc. Avec différents moments qui ont marqué l'histoire, enfin qui là nous frappent beaucoup, notamment par exemple des moments de folie meurtrière, par exemple l'assassinat de chez Crémont ou la fusillade de la rue d'Isly, ou des choses comme ça, et on se dit que là, la folie de l'histoire, en fin de compte, va forger peut-être, enfin, c'est la question que je vous pose, va forger la folie ou le dysfonctionnement de cette famille qui va devoir s'exiler devant toute cette violence. Et d'autre part, je me suis demandé aussi, puisque les enfants sont toujours quand même tenus un peu à l'écart de tout ça, on va les envoyer en pension, d'ailleurs le père aura une vie d'humiliation, si les enfants ne sont pas eux-mêmes par rapport aux adultes un peuple colonisé. C'est une très très bonne question. Oui, une des hypothèses formulées dans Saturne, c'est qu'il arrive que la vie dévore son avenir et que il y a plusieurs formes d'art dans une famille, et malheureusement il y a un art noir qui consiste en ceci que parfois bien malgré eux, les parents dévorent leurs propres enfants. Saturne, pourquoi le titre ? Saturne parce que c'est la planète de l'automne et de la mélancolie, mais Saturne aussi comme ce très célèbre tableau de Goya, les peintures noires, sur lequel on voit le dieu Saturne qui, dans l'horreur de son propre geste, dévore un de ses fils. Et je le disais, la vie dévore son avenir, c'est ce qui se passe pour Harry dans la première partie de Saturne. Et c'est ce qui est arrivé, ce qui a failli se produire pour la personne qui a écrit ce livre. Voilà, dans la deuxième partie, c'est pas, si je parle de moi, c'est pas la troisième personne majesté, vous voyez, c'est pas Alain Delon, c'est-à-dire que c'est simplement pour vous témoigner d'une position existentielle dans l'écriture qui est à la fois, c'est-à-dire qu'il y a certains jeux dans le texte que l'on voit ça et là, assez peu dans la première partie, de façon centrale dans la seconde, mais pour autant c'est un jeu qui est tout à fait désubjectivé, c'est-à-dire que moi je m'en fous, j'ai rien à revendiquer, voilà, mon histoire n'a pas d'intérêt, la seule chose qui compte c'est de trouver une forme d'écriture, la note la plus juste pour raconter ces histoires-là, en deux parties, donc raconter les conditions d'un deuil, de nos deuils, et les conditions d'une hantise. Hantise, le mot est particulièrement bien choisi, puisqu'il y a un thème qui court tout le livre, c'est celui, en quelque sorte, du spectre, parce que elle-même, parfois, par exemple, voit son père en imagination sur un nuage et pose sa main, et parfois elle se superpose à lui-même, elle ne sait plus si c'est son visage à elle ou le sien, et
ça revient plusieurs fois dans le livre, et cette image du spectre évidemment pose la question du fantôme, mais finalement, c'est une question du bateau, mais lequel est le fantôme de l'autre? Et voilà, je ne sais pas. On se demande si c'est le père qui est le fantôme de la fille ou la fille qui est le fantôme du père. Probablement que ça fonctionne dans les deux sens et que ça forge un destin. C'est ça l'identification mélancolique voilà, l'identification mélancolique à quelqu'un qu'on a perdu et qu'on ne se souvient pas avoir connu, ni vivant ni mort. Ça crée, voilà, quand l'une des personnes qui vous a donné le jour a toujours déjà regagné la nuit, que vous ne vous souvenez de rien, eh bien ça crée un drôle de rapport au monde. Soi-même, on finit par ne pas être très sûr qu'on est vivant et mort, ou vivant ou mort. Alors, il y a une intertextualité à Hamlet, on en avait parlé, hein, tous les deux dans le texte. Oui. J'allais vous dire c'était la prochaine question, c'est parfait, qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de la médecine. Oui, c'est ça. Puisque vous citez cette phrase, il y a beaucoup de citations d'autres écrivains dans le livre, et peut-être avant d'en parler, puisqu'on ne doit pas donner non plus l'impression que c'est un livre sinistre et déprimant. Il y a un passage que j'ai vraiment adoré, qui est très drôle, qui est un petit chef-d'œuvre d'humour. C'est une lettre que les infirmières écrivent au patron, au grand-père, qui est le grand patron des elle écrit au fils. Oui, c'est écrit au fils, mais pour dénoncer en fait les agissements de grand patron. Voilà. Ouais. Est-ce que vous voudriez le lire? Ah, mais oui, c'est la première fois que vous... D'accord. Paris, le 14 avril 1968. Monsieur Harry, nous avons l'honneur de vous demander les mêmes privilèges que votre père accorde à sa maîtresse, la directrice des infirmières, pendant les heures de son service. Nous aimerions aussi pouvoir jouer entre 13 et 15h30 d'un moment de détente. Nous n'avons pas la prétention de demander au directeur de nous prendre en charge de la place Jussieu, comme il le fait souvent en taxi ou dans sa voiture avec elle. Mais nos maris pourraient venir aussi nous cueillir en face de la clinique sans se cacher. Votre père vous écoute. Nous savons aussi que vous êtes le seul à nous considérer respectueusement. Nous vous demandons donc de nous aider à rendre à notre maison une autre atmosphère que celle d'un bordel. En effet, depuis que le bureau de la direction est moins souvent ouvert à la grande patronne, la poule faisandée lui colle aux fesses. Dès son arrivée et jusqu'à son départ, au café, aux journaux, dans les couloirs, dans l'entrée de la clinique, au ibis de la rue Lacépède. Cela provoque bien des rires et des inquiétudes. Nous avons toujours le même respect pour les personnes qui nous procurent du travail, et nous avons aussi du respect pour votre mère, pauvre femme ignorante de tout ce qui se trame. Si la situation se poursuivait, nous serions dans l'obligation, de l'en informer. Nous n'avons pas la prétention de juger l'attitude de la direction, mais cette fois, nous n'accepterons plus, nous, infirmières, aides-soignants, brancardiers et petites mains du petit personnel, d'être jetés à la porte sans aucune raison, sauf les raisons d'être contre le déshonneur, cordialement. La lettre tapée à la machine n'est pas signée. Et là, je peux dire juste un mot, c'est toute une sociologie, vous voyez, d'une époque, on est donc à la fin des années 60, et il y a quelque chose de très patriarcal tout de même là-dedans, où le patron de cette clinique a les pleins pouvoirs, le droit de cuissage aussi, et il y a toutes les petites mains de cette clinique qui sont à la veille des événements de mai 68, qui se révoltent contre cela. Aussi. Et d'ailleurs, le fils Harry, donc celui qui au début, est lui aussi en quelque sorte en révolte contre sa famille. En tout cas, ne va pas accepter ce destin tout tracé. Il abandonne ses études de médecine. Il va d'ailleurs, un passage très amusant où il va jouer au casino, où il va gagner, tout perdre, regagner, et puis finalement tout perdre et partir vers une nouvelle vie. D'ailleurs, lui-même rêve de
s'occupait de psychanalyse. Je ne sais pas si ça a eu votre destin, mais en tout cas, il ressort de tout ça, me semble-t-il, une sorte de morale du Kippergain qui est également finalement la morale de la narratrice qu'on va retrouver à la fin du livre et qui est aussi ce défait de tout un héritage justement. Oui, Kippergain, absolument. Splendeur de la perte et de la dépossession finalement. C'est-à-dire que Harry, qu'est-ce qu'il fait là dans les casinos? Il brûle dans une joie noire l'argent de la famille. C'est donc aussi l'argent de la colonisation d'une certaine façon. C'est l'argent du père aussi. Et dans cette perte, on le voit s'abîmer dans cette perte, dans un ravissement tout à fait étrange, tout à fait obscur. Vers quoi court-il dans cette perte? Et puis c'est au terme de ces pertes successives qu'il va rencontrer en la personne d'Ève quelque chose d'un amour sublime, en tout cas de son côté à lui, qui va le foudroyer et l'élever, l'amour comme grâce, bien sûr, comme élévation, puisqu'il va se comporter comme des griots avec Manon Lescaut, de façon très très chevaleresque avec cette femme, qui est la figure même de la fille perdue. Il va vouloir la sauver de tout, cette fille-là, dont il ne sait pas grand-chose au fond, à part ce qu'elle veut bien lui raconter et qui semble tout à fait sujet à caution quant à son rapport à la vérité. Oui. Quand il rencontre sa fiancée, celle qui va devenir sa femme, elle, effectivement, il y a encore une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a un soir, par exemple, il passe leur soirée à regarder des films. Alors, et vous citez un certain nombre de cinéastes, des films qu'ils regardent, et notamment Mankiewicz. Et je me suis dit, ne pas penser que Ève de Mankiewicz, évidemment, c'est il se trouve qu'à la fin du livre, il y a est-ce que c'est à la fin? Est-ce que je suis en train de... Enfin bref, il y a l'enterrement aussi, l'enterrement de la grand-mère. Ah non, c'est pas bon, c'est autre chose. Enfin, il y a une scène d'enterrement, en tout cas. L'enterrement du père à la fin de la première partie, oui. Et alors, ça m'a rappelé cette histoire de Mankiewicz, parce qu'évidemment, il y a un film de Mankiewicz, il y a un enterrement très célèbre qui est la comtesse aux pieds nus, qui commence par l'enterrement de l'héroïne. Bon, enfin bon, je laisse commenter. Et ces livres-là, donc ces films-là qui passent sur des bobines, ensuite il les rembobine, il les passe à l'envers. Vous savez, c'est ce qu'on faisait dans les colonies de vacances quand on regardait les dessins animés à l'envers. Et finalement, je me suis dit, si c'est le fait de repasser le film à l'envers, si c'est pas ça aussi un peu le travail de la mémoire, et si l'écriture de recréation de la mémoire, ça n'était pas justement à l'envers du temps. Oui, c'est-à-dire que le temps n'existe pas. Donc, si vous repassez des choses à l'envers, la mère de Bambi ressuscite, Ingrid Bergman et Humphrey Bogart s'embrassent à nouveau. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de perte, une fois encore, parce que c'est aussi un livre sur la perte, vous l'aurez compris. Et l'écriture aussi, on cesse dans l'écriture de rembobiner le film, d'aller vers le plus originaire, jusqu'au bord du trou, jusqu'au moment où il n'y aura plus de langage. Vous voyez, moi, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est W, le souvenir d'enfance de Pérec, c'est cela qu'il fait, à partir du voile noir inaugural de la perte de ses parents, dont il ne se souvient de rien. Pour autant, dans l'écriture, il va essayer de rembobiner, mais arrive un moment où on ne peut plus rembobiner parce qu'il n'y a plus rien. Et que fait-on de ce rien, justement? En tout cas, est-ce que c'est pas aussi le travail de l'amour que de nous
faire rembobiner, de nous faire nous retrouver avec nous-mêmes quand on rencontre un autre. Et ça, tout à coup, Harry va pouvoir enfin exister. Il va pouvoir parler du ciel et des étoiles à cette femme, ce qu'il aime profondément. Il va pouvoir lui montrer tous les films qu'il aime, ce qu'il ne fait jamais avec sa famille. Lui qui était si éteint par rapport à son frère aîné, il va pouvoir enfin briller, hein, flamber et flamboyer. Voilà. Cette partie, bon, il y aurait une chose à dire, enfin, on avance malheureusement. Vous voyez, on ne peut pas toujours retourner. Mais en tout cas, je veux signaler absolument que cette première partie se termine d'une façon absolument extraordinaire du point de vue littéraire, et où ça se passe après l'enterrement du père, non, et où les deux rois du père et de la fille vont se mêler dans un texte qui est vraiment d'une beauté géante. Et quand je l'ai relu, il a fallu que je m'arrête entre les deux parties, parce que c'est comme si vous prenez un couteau. C'est un univers comme ça. Bon, enfin, passons à la seconde partie qui, finalement, on revient à une époque contemporaine. On revient en fait, ça se passe en 2002, quoi. C'est le moment où la narratrice, revenant d'un voyage, alors qu'elle n'a pas revu sa famille, la famille de son père depuis très longtemps, reçoit un coup de fil et on lui annonce la mort, l'enterrement et l'héritage de sa grand-mère qu'elle aimait beaucoup, qu'elle a aussi détesté, mais pour lequel elle avait un grand amour. Et cette mort, en fait, est comme la réplique de la mort de son père, c'est ce qui va la précipiter probablement dans son immense dépression. Et là, je laisse la savante nous expliquer ce que c'est que la sidération du myocarde et le délire des négations. Eh bien, j'ai pris le risque de raconter dans cette deuxième partie, sachant très bien que pour moi, un roman, c'est pas un journal clinique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui, une fois encore, s'agissant de la dépression, qui ne sont pas pour la littérature. Pour autant, je voulais prendre ce risque-là de raconter qu'il arrive qu'au cours d'une vie, face à certains accidents qui composent une vie, eh bien, certains d'entre nous vont s'effondrer en eux-mêmes au point de perdre pied avec le réel et d'avoir ce que j'appelle la conviction d'inexister, c'est-à-dire que vous ne vous sentez plus du tout vivant, vous ne savez pas très bien si vous êtes mort, techniquement non, mais vous avez toutes les apparences d'un mort vivant. C'est une modalité particulière de cette dépression très 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 forte, dépression mélancolique. Le délire des négations, c'est ça, c'est-à-dire que la suite de certains chocs émotionnels, eh bien, de même que le cœur, vous voyez, quand vous avez un problème cardiaque, le cœur peut s'arrêter ou littéralement se briser. Eh bien, psychiquement, parfois, il arrive qu'on puisse s'arrêter d'exister. Le corps est toujours là, on s'arrête d'exister et puis on est brisé à l'intérieur de soi. Et puis au bout d'un moment, il n'y a même plus de soi, quoi. Il n'y a plus de mots, il n'y a plus de langage, c'est juste la nuit éternelle. Donc c'est ça le délire des négations, c'est une dépression très 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 forte, tellement forte que vous avez l'impression d'être un mort-vivant. Et c'est quelque chose disons les choses simplement, qui m'a frappé au mi-temps de la vingtaine, après la mort de ma grand-mère. Et revenu de tout cela, après tout ce temps, il m'a semblé important de pouvoir tout de même en dire quelque chose. Et là, vous voyez qu'il y a le jeu qui revient de façon affirmée, parce que c'est peut-être le point de vue le plus politique du livre. Saturne peut-être contre un idéal plus jupitérien et conquérant. En fait, pourquoi ? Parce que il y a une expression que je déteste qui c'est faire son deuil. C'est horrible comme expression. On fait pas son deuil, on fait les courses, on fait la cuisine, on fait son travail, on essaye de le faire, mais on fait pas son deuil. On fait avec le deuil, on est fait par le deuil. Et l'année dernière, il a été discuté de ne pas allonger le nombre de jours de congé
des parents qui perdraient un enfant au motif que, bon, vous avez bien le droit d'être triste quand vous perdez quelqu'un, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Et puis vous avez bien le droit d'être triste un peu, mais il ne faudrait pas que ce soit trop fort, parce que sinon, tout de suite, au bout d'un moment, on vous rejette, vos amis ne vous parlent plus, au travail, vous cessez d'être performant, compétitif, conforme. Eh bien non, ça ne se passe pas toujours comme ça dans la vie. Et donc, c'est ce que je voulais raconter aussi. Vous sentez tout de suite que je suis tout de suite plus énervée. Et vous en parlez très bien dans un chapitre que je voulais lire en entier, parce qu'il est très court. À la fin, si on a un peu de temps, si vous avez la patience d'écouter, qui est le chapitre 15 où vous développez justement ces thèmes et justement aussi l'incompréhension incroyable des gens de l'entourage des petits qui ne comprennent pas, qui disent secoue-toi. Oui, voilà, secoue-toi, ou alors c'est une question de volonté, la dépression, ou alors les méthodes Coué positives, ou alors mais t'as tout pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Vous aurez également dans cette partie de très belles pages trouvées sur les enfants, sur la mélancolie des enfants qui sont malades de ne pas pouvoir soigner leurs parents, de ne pas pouvoir sauver leurs parents en quelque sorte. Vous dites par exemple à propos de la mère de la narratrice, j'avais mal à son ravage. De même, on a parlé tout à l'heure que les adultes dévorent leurs enfants, et même, vous dites, on leur apprend, leur transmettre surtout la violence et la mort. Enfin, la citation n'est pas exacte, j'avais dit ça, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. Et finalement, on découvre. Enfin, les enfants découvrent la folie, ce qu'ils pensent être la folie des adultes. Oui. Donc ils découvrent que ce sont des gens pas du tout bienveillants, mais qui sont sales, qui sont menteurs, qui font des coups par derrière, etc. Moi, je voulais me mettre à hauteur d'enfant dans cette deuxième partie, donc faire entendre la voix de l'enfance endeuillée. Et puis de l'enfance démunie et perplexe, quand on découvre que ceux qui sont censés s'occuper de nous, font tout un tas de choses totalement improbables, grotesques, comiques ou désolantes. Et donc ce qui accroît chez un enfant le sentiment de solitude et d'absurdité face à l'existence. Donc comment trouver les ressorts en nous quand on est un enfant et quand on doit tout de même trouver la force de vivre, la force de grandir et d'affronter tout cela. C'est ce que raconte aussi cette petite voix d'enfant dans Saturne, face à l'adversité, tout de même quand on est soi-même un enfant un peu rêveur, un peu trop timide, trop taiseux, comment faire pour naviguer dans l'existence malgré tout, mais avec tout de même aussi des moments d'humour. C'était très important pour moi que même au plus fort de l'adversité, il y ait beaucoup d'humour dans tout ça, parce que la vie c'est très complexe, il y a aussi de la joie dans tout ce que ces personnages traversent. Il y a aussi culpabilité, et là il y a quelques lignes que je voulais simplement citer, si vous voulez, qui traduisent très bien dans le livre dans quel abandon elle tombe, c'est le visage du pire. Et alors d'ailleurs quand je l'ai lu, j'ai buté sur le mot parce que j'ai lu le visage du pire. Ah ben oui. Et bien voilà, il arrive que parfois, à la suite de certains événements, là c'est le moment où en fait, elle est bannie de sa famille, elle a perdu sa grand-mère, mais elle n'assistera pas à l'enterrement parce qu'elle a été une mauvaise petite fille et une mauvaise fille aussi. J'étais le visage du pire, j'avais tout raté avec une obstination qui ne relevait pas de la distraction et ne tolérait donc aucun pardon. Je n'étais plus ni petite fille, ni fille, ni épouse, ni amante. Je ne serais pas mère, non. Plus rien avant, plus rien après, parfaitement seule, entièrement libre. Et alors, cette idée d'être entièrement seul, entièrement libre, va faire
atterrir, si je puis dire, la narratrice dans un lieu, enfin c'est parmi les pages les pires du livre, enfin les pires, pour le personnage. Le plus mal écrit du livre, c'était désolant quand je me sens peut-être. Et elle va prendre une chambre dans un miteux qui s'appelle. Alors, c'est formidable parce que ça s'appelle l'hôtel Splendide. Alors, vraiment, il y a une ironie immense, et parce que c'est une chambre dans laquelle elle va entasser les détritus, en plus, elle va être sale, elle va téléphoner des tas de trucs, elle va soit beaucoup manger, soit plus du tout manger, enfin bon, c'est coupé complètement du... Oui, c'est s'affranchir de toute assignation sociale, en fait, se déposséder de sa famille, mais du reste aussi, et d'elle-même. Elle a une impression en même temps d'une sorte de volupté de la liberté, de cette liberté, et en même temps elle est un peu au fond du trou, et ce qui m'a évidemment, sans vouloir révéler la toute fin, enfin ce qui excite mon imagination, c'est que cet hôtel Splendide, dont on aura compris qu'il n'est pas splendide du tout, c'est le dernier mot du livre. Absolument. Déjà dans la première partie, il y avait des indices parce que le grand-père Joseph, quand il veut révolutionner l'hospitalisation privée, il a cette idée de génie de penser que la maladie, ça fait peur non seulement aux malades, mais aussi à leurs proches. Et que pour que les malades et que les proches aient moins peur, eh ben, il faut que dans leur chambre, ils aient plus l'impression d'être dans un hôpital, mais et le mot est dit, dans un hôtel splendide, étoilé. Donc, dans des chambres d'hôtel. Chiasme et symétrie inverse, puisque l'héritière de cette famille se trouve dans la poubelle du monde, c'est-à-dire dans une chambre à soi, mais qui est une chambre tombeau, une chambre déchet. C'est le Splendide Hôtel, effectivement. Mais cette pourriture, effectivement, c'est peut-être vision assez mystique pour le coup, et peut-être le début, cette dépossession, ce dépouillement, ce consentement à n'être rien pour rien. Et pour personne, c'est peut-être là le lieu du début de la splendeur. Et c'est ce que nomme la fin du texte, effectivement. On peut dire les trois derniers mots du texte, hein, c'est pas la fin est tellement belle, c'est enfin. Vous voulez que je le dise ? J'ai maintenant autour des yeux et le long des joues les rides que mon père n'aura jamais. Ce livre a usé mes forces. Mais la seule chose qui compte, c'est que tous ceux que nous avons aimés, tous ceux que nous avons pleurés, tous ceux que j'ai imaginés, tous ces rêves évaporés, tous ces lieux où je ne suis jamais allée, tous ces affrontements, ces passions, ces déchirures qui n'existent plus que par les souvenirs de souvenirs que l'on m'a racontés. La totalité du monde où nous sommes apparus, a tué, lui et moi. Tout cela ne nous atteindra désormais pas plus qu'un souffle de vent qui renverse un château de cubes au pied d'une enfant en train de jouer. J'entre dans l'automne de Saturne, et sur la route où je pars, seul, mais avec mon père, seul, mais avec ce que j'aime, seul, mais avec les mélancoliques, les amoureux, les liés, seul, mais caché dans la foule des vivants et des morts. Tout est perdu, tout va survivre, tout est perdu, tout est sauvé, tout est perdu, tout est splendide. Merci. Cette fin est magnifique. Est-ce qu'on peut... vous me dites si vous ne voulez pas en parler, si vous préférez, mais il y a une scène évidemment qui est alors absolument bouleversante et essentielle dans la fin du livre. C'est la scène où il regarde des films Super 8. On peut en parler. Et donc il retrouve elle est au fond de la dépression, et sa mère, sa famille retrouve des films dans des boîtes Super 8, là, des films de famille, mais donc elle les fait restaurer, etc. Et elle les montre à sa fille. Et pour la première fois,
Alors, d'abord deux choses. Premièrement, cette scène m'a rappelé évidemment la scène où le père avec Ève, avec sa femme, regardait des films. Bon, il y a un écho, j'imagine. Et d'autre part, c'est la première fois qu'elle va voir son père vivant. Parce qu'elle l'a toujours vu sur des images fixes et elle dit je ne savais pas s'il était vivant ou s'il était mort. Et en voyant ce film, elle va toucher l'image de son père et elle va comprendre, c'était peut-être ce qui lui manquait depuis le tout début, que son père l'aimait et qu'elle-même aimait son père. Oui, c'est-à-dire que par la grâce de ce film de famille, vous savez, ce genre de film où les couleurs sont complètement saturées, hein, les rouges très orangés, les blancs très spectraux et les bleus laiteux, et où en même temps on n'entend absolument rien, on voit des personnages ou des gens qu'on a connus, des gens dont on nous a parlé, dont les lèvres remuent, mais leur parole restera à jamais énigmatique et frappée du sceau du silence, donc on ne peut qu'interpréter ce qu'ils ont pu se dire. Et bien voilà, c'est ce film sur lequel tous les personnages découverts dès la première partie, c'est-à-dire les grands-parents, le père, son frère, et puis Ève aussi, du temps de sa splendeur. Hein, le mot de splendeur est important parce que ce fut dans sa jeunesse une très belle femme. Eh bien, tous ces personnages-là reviennent par la magie du cinéma et on les a vus dans le roman se haïr, s'entre-déchirer, être abîmés par le deuil, par l'orgueil, par la jalousie, l'envie et tout un tas de passions tristes. Et là, sur ce film, on les découvre heureux. C'est l'été, ils sont au bord d'une piscine et ils rient et ils s'amusent comme n'importe quelle autre famille au bord d'une piscine. Donc il y a déjà ce choc, cette sidération-là qui cesse de faire de ces gens-là des héros tragiques. Certes, ils ont été broyés par des tragédies extraordinaires, mais aussi par nos tragédies ordinaires, mais ils se sont aimés aussi, et ils étaient heureux. Et dans ce film, il y a aussi le père, Harry, toujours déjà mort, et puis il y a sa fille. Excusez-moi, je suis émue tout à coup. Et voilà, je crois que c'est cela aussi qui crée la fin d'une hantise, c'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un que vous n'avez jamais vu bouger, quand vous le voyez sur un film, et que vous le voyez terriblement vivant, et bon, y compris dans ses imperfections, parce que c'est pas du tout un père qui ressemble à un dieu grec, il est pâteux, il a beaucoup de poids en trop, il essaye tant bien que mal de se hisser sur un petit canot pneumatique, et il est un petit peu grotesque, et bien dans toutes ses imperfections, justement, il est splendide et ça le rend terriblement humain. Et ce second choc-là, c'est ce qui va créer pour sa fille les conditions d'une sortie du tombeau, en quelque sorte. Ouais. Ben, il y a des miracles, il y a des choses comme ça qui arrivent parfois, et voilà, et des années après, ça peut s'écrire, mais des années après. Et, enfin, pour finir, puisque j'ai le sentiment que ce livre-là est peut-être le plus important que vous ayez écrit, est-ce que quelque part, je ne sais pas si je l'ai entendu ou si vous l'avez dit dans le livre, mais vous dites que Saturne est devenu aussi le lieu de l'écriture pour vous. C'est-à-dire que on a le sentiment que ce livre-là est peut-être un nouveau départ dans votre œuvre, mais que c'est un livre que vous allez toujours porter. Oui, il sera toujours là. C'est vrai que c'est le livre qui compte le plus pour moi, quand bien même. Bon, il y a mes premiers romans là, mais que je trouve tout à fait nuls sur le plan littéraire, je les aime plus du tout, mais voilà, Les Enténébrés étaient certains livres importants dans mon parcours d'écriture, mais Saturne, c'est à la fois le point zéro et puis là où quelque chose finit et se clôture, mais quel que soit ce que je pourrais écrire par la suite, il faudra du temps, bien sûr, ce sera tout à fait autre, tout à fait autre. Très loin de Saturne et très loin des Enténébrés, mais Saturne sera toujours là. Ouais.
Bon, je crois qu'on peut vous remercier, peut-être garder un peu de temps pour des questions, des dédicaces, enfin des réactions. Si certaines personnes, je crois, ont déjà lu le livre, est-ce qu'il y a... Bon, j'espère ne pas vous avoir saturé ou trop embêté avec ma parole, mais sinon pas saturé, saturé. Saturé Si vous voulez, peut-être. on peut garder un peu de temps pour les dédicaces. Oui, bien sûr, bien volontiers. Une chose que je n'avais pas du tout prévue, mais Oui. en vous écoutant, là, j'ai pensé à ça. Quand vous dites que, non, justement, au chapitre 15, il ne faut que vous ne supportez pas l'histoire de faire son deuil, etc. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un auteur dont vous vous sentez proche, mais l'année dernière, ici même, d'ailleurs à la même époque, on a reçu Philippe Forest pour son livre. Et lui, alors, il nous a dit la même chose, parce que je lui ai posé la question évidemment sur le fait qu'il revenait sans cesse sur l'histoire de la mort de sa fille, et il y a un très beau passage dans son livre où il explique que non, la trahison, ce serait justement guérir et qu'il faut entretenir la mémoire qu'on ne peut jamais oublier. Il était plus radical que ça, il disait que oublier, ce serait indécent. Je comprends très bien, je crois que oui. Je n'oublierai jamais, effectivement, mais maintenant, il y a peut-être d'autres territoires d'écriture à explorer, mais ce ne sera jamais tout à fait absent, sans doute, par le simple fait que, justement, il est absent. Bon, merci beaucoup. C'était la réflexion que je me faisais. Je n'ai pas fini le livre encore, mais le début de l'histoire, j'avais le sentiment que vous l'aviez par procuration. Finalement, ça part d'une histoire que vous racontez, et tout au long du livre, vous vous appropriez votre histoire, en fait, au fond, par la division, à travers du fait que vous vous appropriez complètement cette vie qui est la vôtre. Et puis maintenant, je me posais la question, qu'est-ce qu'il peut y avoir après? Et vous y répondez en fait en disant que après, ce sera quelque chose de complètement différent. C'est le tournant d'une vie. Ça, c'est le tournant d'une vie, c'est le tournant d'une écriture. Guérison, je crois qu'on ne se remet jamais de certaines choses, mais qu'il faut accepter qu'on ne se remettra jamais de certaines choses et que pour autant, c'est pas sinistre. Un jour, cela cesse d'être le lieu d'une affliction. C'est juste une position existentielle, un rapport au monde, mais qui n'empêche pas les grands moments de joie, de bonheur et le mordant de la vie. Au contraire, même peut-être, je crois.